Bonsoir. Je suis très content d'être ici pour parler de l'œuvre de Monique Tello, que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, pas trop longtemps, grâce à des amis, à Dominique Truffaut et Jean-Luc Terradios. Il m'arrive très souvent que les choses que j'aime, je les découvre par le biais des amis, que ce soit des livres, que ce soit des lieux, que ce soit d'autres amis, et que ce soit, comme dans ce cas-ci, des peintures. Je crois que les premières œuvres de Monique Tello que j'ai vues étaient à Melle, dans l'exposition que Dominique Truffaut avait faite. Et là, il s'agissait des énormes œuvres qui étaient dans un édifice qui était une église, je crois. Et donc, dans ce contexte, ces œuvres faisaient penser à des vitraux. Faisaient penser à ces œuvres faites de couleurs et lumière. Et j'étais très impressionné, voyant avec quelle légèreté ces œuvres apparaissaient dans ce contexte. Ensuite, je visitais 2-3 fois l'atelier de Monique Tello, et je pus voir, on peut parler d'une évolution tout simplement parce que ça se passe dans le temps, mais je ne suis pas sûr que le mot évolution puisse s'appliquer d'une façon intelligente à l'œuvre d'un artiste. Parce que finalement, ce que nous, en tant que spectateurs, nous voyons comme une évolution n'est que l'œuvre du hasard qui fait que nous voyons les œuvres dans un ordre chronologique que nous leur imposons. C'est nous qui disons, ben, ça commence par ici, ça continue comme ça finit là. Et là, on crée une narration. On aurait pu commencer par un autre bout. Et dans mon cas, moi, je commençais à connaître l'œuvre de Monique Tello par ce que j'appellerais des œuvres vitraux. La question de cette narration que nous imposons sur ce que nous voyons m'a toujours intéressé. Parce que finalement, c'est très curieux le fait que nous rentrons dans un musée et que ce qui se passe, déjà, il y a des œuvres. Et Duchamp nous a appris que tout ce qui est dans un musée est une œuvre d'art. Donc, si ces chaises étaient mises contre les murs avec une petite remarque, nous les regarderions comme une œuvre intéressante par rapport à ce qu'il y a sur les murs. Italo Calvino a un petit roman qui raconte un peu cette expérience de créer un sens à ce que nous voyons. Dans l'histoire de Calvino, un voyageur, et voyageur est un mot important pour l'œuvre de Monique Tello, un voyageur arrive dans une contrée qu'il ne connaît pas, et sur une haute montagne, il voit un château. Il rentre dans le château, et dans le château, dans la cour du château, il y a des hommes et des femmes qui jouent aux cartes. Il ne s'agit pas de n'importe quelle carte, sinon les cartes du tarot. Et personne ne dit un mot. Et le voyageur observe ces jeux et voit que les joueurs mettent des cartes sur la table avec des règles que lui ne connaît pas. Et au bout d'un moment, il se rend compte que, parce qu'on a mis
un personnage qui est un cavalier, un personnage qui est une femme assise, une tour. Cela commence à lui raconter une histoire. Il croit reconnaître une histoire dans la suite des cartes. Et la première histoire qu'il reconnaît est l'histoire de Macbeth de Shakespeare. Et les joueurs bougent les cartes, changent les cartes et places. Et là, tout à coup, il se dit, non, non, c'est pas Macbeth, c'est Tristan et Isolde. Et les cartes changent encore une fois, et c'est encore une autre histoire. Bien évidemment, nous ne savons pas si l'intention de raconter ces histoires-là était dans la tête des joueurs, mais en tout cas, elle n'y était certainement pas dans les cartes elles-mêmes. Et pourtant, le voyageur reconnaît une histoire. Et il la reconnaît vraiment, il peut la justifier, il peut dire ça commence ici, ça finit là, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois que nous regardons un tableau, on va parler de tableau, mais on pourrait parler de n'importe quel objet construit ou non construit. Ça peut être un monument, ça peut être un édifice, ça peut être une sculpture, ça peut être une peinture, une vidéo, ou ça peut être un paysage. Nous regardons et nous croyons que ça nous raconte une histoire. Nous croyons voir une histoire. Je dirais que peut-être nous sommes incapables, en tant qu'espèce, de regarder quelque chose sans ce qu'un critique italien appelait l'anxiété ou l'impulsion d'interpréter. Nous voulons que ça nous raconte quelque chose, ça doit vouloir dire quelque chose. Et même comme un artiste, par exemple dans l'expressionnisme abstrait, essaye de mettre dans un cadre des couleurs et des formes qui ne sont pas destinées à être lues, nous les lisons. Même si nous ne le lisons que comme des formes et des couleurs qui ne sont pas destinées à être lues. Dans ce cas-là, il est impossible de regarder une œuvre en elle-même. Tout ce que nous le regardons dans un contexte. Et nous lisons dans un contexte. Et quand le contexte change, la lecture, elle aussi, elle change. Quand j'ai vu certaines de ces pièces dans l'atelier des Moniques, c'était une chose. Quand je suis venu ici et je les ai vues dans cette suite, c'était une autre. C'est comme, on pourrait comparer ça à des mots qui, dans une phrase, veulent dire une chose, et les mêmes mots, mais dans un autre ordre, font une autre phrase, et donc veulent dire autre chose. C'est pas si simple que ça non plus, parce que à cette lecture s'ajoute tout ce que le spectateur apporte en tant que contexte culturel ou histoire personnelle, psychologie, expérience d'une certaine couleur ou d'une certaine forme. En tout cas, nous sommes incapables d'avoir un regard vierge, un regard innocent. Et même si l'auteur nous guide, même si l'artiste met un titre sur l'œuvre et nous dit « ceci n'est pas une pipe », nous avons cette lecture qui fait que c'est quand même une pipe, et nous avons une discussion silencieuse entre nous et l'œuvre, justement pour essayer de démêler son sens. Je disais que le contexte change le sens de ce que nous voyons. Dans l'atelier de Monique,
parce qu'elle me montrait certaines œuvres dans un ordre qui n'était même pas, je crois, volontaire, mais tout simplement le hasard de ceux qui étaient empilés d'une façon ou d'une autre. La lecture était une dans laquelle je croyais reconnaître ce progrès, cette évolution auquel je me suis référé avant. Je croyais qu'une image comme celle-ci, des feuilles évoluées et devenaient alors des feuilles mais plutôt cachées dans une sorte de paysage, et qu'elles devenaient à leur tour une sorte de chemin ou de fleuve qui apportait ces feuilles. Évidemment, il y a des formes à reconnaître, mais j'aurais pu me forcer à ne pas les voir comme une certaine couleur ou une certaine forme, la forme d'une feuille. J'aurais pu la voir comme la forme d'une main, ou, ce qui aurait été mieux, j'aurais pu la voir comme quelque chose de plus abstrait auquel je ne pourrais pas attacher le nom main, feuille, fleuve, chemin, ainsi de suite. Quand je les ai vus ici, c'est-à-dire où il y a eu un choix, et bien sûr, je ne sais pas si ce choix a été un choix narratif, ou si c'était un choix dû au fait que le mur se présente d'une certaine façon, où l'espace permet de mettre certaines œuvres, la lecture est autre. Ici, ce qui m'a impressionné, et c'est une lecture complètement gratuite, je n'ai rien à la justifier, sauf le fait que c'est moi qui la lis. De ce côté-ci, nous avons comme un vocabulaire qui nous est présenté. Il y a certaines formes, certaines images, certaines couleurs qui nous mènent d'une à l'autre, mais sans exiger une vision qui encadrerait le tout. Tandis que sur ce mur-là, le fait de ces colonnes, et ce n'est pas Monique qui les a construites, donne un cadre au cadre, divise cette suite, mais du fait de la diviser, lui donne un ordre. Et après, puisque ça demande d'être suivi, derrière il y a une surprise. Est-ce cette surprise une conclusion? Est-ce un abrégé? Ou est-ce que nous devions commencer par là et ça se présente comme une introduction à tout ce que nous allons voir maintenant? Quand nous commençons à apprendre, à visiter, à connaître l'œuvre d'un artiste, très souvent, nous avons l'impression d'être éduqués dans ce vocabulaire. Je parlais de certaines couleurs, mais surtout de ces feuilles ou de ces chemins. Et ce vocabulaire nous permet de construire des formes, des narrations plus complexes. C'est un peu comme si l'artiste nous montre les briques individuellement, qui devient un édifice, qui devient une ville. Et à un moment donné, nous ne sommes plus spectateurs, mais nous intervenons dans la chose qui a été créée. Il y a une géographie qui a été créée, et là, nous ne sommes plus quelqu'un devant un morceau, un élément, un mot de ce vocabulaire, mais nous sommes pris dans cette géographie, dans ce texte, et nous devenons nous-mêmes un élément de ce texte. Je m'explique.
devant ces formes, par exemple, et ces couleurs noir et blanc, mais il y a beaucoup d'autres couleurs là-dedans, je suis un spectateur qui réunit ces éléments, donc 9 éléments, pour former un tout ou ne pas le former. Ça, j'ai encore le choix. Mais devant ces grandes toiles, et surtout parce qu'elles sont mises comme ça à la suite, je fais partie de ça. Elles sont grandes ou petites selon ma taille à moi. Elles sont distantes ou non selon mon œil. Et même un peu comme ces revues qui montrent une forme qui, selon comment votre cerveau les appréhende, sont une forme ou une autre. Vous savez, vous connaissez tous celle du lapin, qui est aussi un oiseau, les oreilles du lapin. Bon, là, soit c'est les couleurs plus foncées sont le fond, ou elles sont la devanture. Donc tout cela dépend de notre position physique, de le fait d'être dans cet espace. Je dirais que j'ai le sentiment d'apporter le temps à cet espace, de marquer avec ma présence et avec mon parcours un temps qui n'existe pas nécessairement dans les toiles. Et elles résident dans leur espace. Et j'ai l'impression que ce temps que j'apporte à cet espace crée un univers non de 2 ou 3, mais des 4 dimensions. Je disais tout à l'heure que selon le parcours que nous faisons d'une exposition comme celle-ci, nous inventons un début et une fin, et nous pouvons la renverser. Mais on peut parler de la même chose dans l'œuvre de l'artiste même. Par où commence une œuvre de Monique Tello? Est-ce par l'idée de certaines couleurs qui se présentent et dont la forme va après apparaître, ou est-ce que c'est certains éléments, je reviens à cette feuille ou cette main, à ce chemin ou ce fleuve, et le reste se construit autour de cela. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une réponse précise à cela. Je suis en fait sûr que l'artiste ne peut pas répondre à cette question-là. Je dis toujours que dans le cas de la littérature, si on demande à un écrivain pourquoi il a mis ceci ou pourquoi il a fait cela, il mentira toujours. Toujours. Il inventera quelque chose, ça sera cohérent, mais personne ne sait consciemment pourquoi on met certains éléments ensemble, pourquoi un certain équilibre est atteint. Cela doit en fait dépasser l'intelligence de l'artiste. Mais quand même, en dépit de cela, je reviens à ce que je disais au début. Je sais tout cela, je sais que c'est impossible de traduire soit l'œuvre dans son ensemble, soit chaque élément en mots qui l'expliquent. Je fais une parenthèse. Borges a une petite parabole dans laquelle il raconte qu'un roi montre à un poète son château, ses palais, ses jardins, et tout ça est extraordinaire, plein de merveilleuses œuvres d'art et des trésors. Et
il lui montre ça et il lui dit « Tout ça m'appartient ». Et le poète invente un poème de 2 mots dans lequel il se trouve le palais, les jardins, les œuvres d'art, tout est dit dans ces 2 mots. Et l'empereur dit au poète, tu m'as volé mon palais. Tout peut être résumé, mais les 2 choses ne peuvent pas exister en même temps. Évidemment, ça c'est une fable, parce qu'aucun poète ne peut faire cela, mais on essaye, les poètes essayent, les artistes essayent de recréer le monde de façon à que nous ayons, nous spectateurs, l'expérience de ce monde. Dans l'œuvre de Monique Telot, sans savoir ce qu'elle a voulu faire, sans savoir quels sont les éléments personnels, les réalités d'histoire, de psychologie qu'elle put utiliser, même si elle le savait, je crois qu'elle ne le sait pas, pour réaliser son œuvre, même là, en tant que spectateur, moi j'ai le droit de les inventer. Et donc, à ces images, j'ajoute ou j'apporte une interprétation qui vient de cette impulsion que je ne peux pas éviter et que je ne saurais pas justifier, sauf en disant qu'il est impossible de me contenir. Et donc, je vois au moins 3 possibilités de lecture. Il doit y avoir beaucoup d'autres. L'une relève de la calligraphie, c'est-à-dire l'art de la calligraphie, mais surtout la calligraphie arabe ou chinoise, japonaise, plutôt que occidentale, et encore, est un art dans lequel la représentation dépasse le sens des mots qui sont dépeints. Il y a bien sûr une lecture possible, même inévitable, de ce qui est écrit en calligraphie. Mais la calligraphie elle-même se justifie sans avoir besoin de la lecture du sens. Donc, je ne sais pas, dans un rouleau chinois ou dans une tuile arabe, il y a un dessin, surtout pour ceux qui ne lisent pas la langue originale, mais ceux qui la lisent pourront déceler le sens donné par le mot qui est dessiné. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Et je crois que cette lecture qui possibilite un regard qui n'est pas interprétatif dans le sens, dans le sens immédiat, s'applique à l'œuvre de Monique Telot. Nous pouvons la regarder en nous disant la ligne, la courbe, la couleur, l'emplacement, une œuvre par rapport à une autre, sans avoir à chercher, ah oui, c'est un fleuve, ah oui, c'est une feuille. Une deuxième lecture peut être proposée, et là, nous abandonnons presque entièrement la notion du mot lu et nous pensons qu'à la forme. Et là, je pense à ces dessins qui sont faits, par exemple, pour le papier peint ou pour les tissus. Dessins qui a ses règles. Il y a des règles géométriques par lesquelles la ligne qui connecte les images,
par exemple, les feuilles ne doivent pas créer des diagonales trop évidentes. Enfin, c'est vraiment un métier de dessiner de façon morcelée ce qui doit être vu dans l'ensemble. Là encore, je crois qu'on peut appliquer cette lecture à ces œuvres. Troisièmement, et là c'est un peu plus compliqué, je pense à la cartographie, mais précisément à une cartographie que par hasard j'ai vue il y a peu de temps dans le musée national de Taipei. Plus ou moins au milieu de la dynastie Ming, les cartographes impériaux commencent à créer des cartes dans lesquelles on ne repère pas seulement la géographie physique, c'est-à-dire la raison d'être d'une carte, savoir où la côte se trouve, par où passe le fleuve, où sont les villes, mais on commence à incorporer tout ce qui est là en 3 dimensions. C'est-à-dire, vous n'avez pas seulement, comme dans une carte classique de celle que nous connaissons, un petit carré qui marque la ville, un fleuve qui est dessiné par une ligne bleue, mais vous avez les arbres qui poussent au bord du fleuve, vous avez des petits personnages qui rentrent, qui sortent de la ville a des petites tours, il y a toute une vie qui se passe en même temps. Et donc, la cartographie sert non seulement pour montrer d'une façon pratique ce qui est le paysage cartographié, mais aussi toute la vie qui existe dans ce paysage vivant. Dans l'œuvre de Monique Tello, si bien il y a des formes et des couleurs qui sont reprises ici et là, et parfois d'une façon volontairement plus claire, certaines formes d'arbres par exemple, ou toujours ces feuilles dont nous avions parlé avant. Le fait de marquer cet espace et ensuite de placer dans cet espace des formes reconnaissables me semble est la même démarche que celle des cartographes chinois. Je dirais que Monique Tello ajoute à cette technique un élément de plus et qui, je pense, relève plutôt d'une approche cinématographique, donc beaucoup plus moderne, est celle de mettre, notamment dans ces 2 tableaux qui sont ici à votre droite, à votre gauche, des figures d'arbres qui soit font partie du fond et donc tout le reste se passe devant, soit ils sont les devants et tout le reste disparaît dans le fond. C'est un mouvement cinématographique qu'elle crée, comme si la caméra s'approchait et s'éloignait de ce qu'elle est en train de nous montrer. Je reviens à ce que je disais sur l'importance du contexte pour pouvoir lire les tableaux. Je disais donc qu'il y a le contexte donné par ce que nous apportons individuellement notre expérience.
Il y a le contexte donné par l'espace physique. Il y a le contexte donné par la suite des œuvres. Et tout cela contribue à construire le sens de quelque chose. C'est comme si nous voyons une pièce dans laquelle certaines actions se déroulent et qui semblent aller d'un début jusqu'à une fin. Mais quel est ce sens ? Nous savons que nous avons appris quelque chose, nous avons fait un parcours, donc nous sommes allés d'un endroit à l'autre, mais où sommes-nous arrivés ? Il y a dans la littérature, je pense qu'on peut voir ça dans le reste nos arts, nos créations, deux idées de quête. Quénon disait que toute la littérature se résume soit à l'Iliade, soit à l'Odyssée. Parce que toute histoire est soit une guerre, une bataille, une lutte, soit une quête. Eh bien, dans la littérature de nos ancêtres, cette quête était une quête réussie. On arrivait quelque part. Jason arrive au Toison d'Or. Les chercheurs du Graal arrivent au Graal, et ainsi de suite. Mais dans la littérature, appelons-la contemporaine, parce que pour moi le XXe siècle est encore mon chez-moi dans le temps, dans la littérature contemporaine, la quête n'aboutit pas. K n'arrive jamais au château. Le capitaine Ahab arrive à sa baleine blanche, mais il est détruit avec elle. Ils disparaissent. Dans ce sens-là, je crois que l'œuvre de Monique Tello s'insère profondément dans les deux. Elle n'a pas choisi ni la quête qui n'aboutit pas, ni celle qu'aboutit. Le chemin que nous prenons, parce que finalement nous reconnaissons un chemin dans ces tableaux, est un chemin que nous entamons, nous savons que nous allons arriver, mais l'arrivée elle-même n'est pas dépeinte. Et c'est là que, pour moi, et encore une fois je parle d'un point de vue littéraire, c'est là que je trouve le génie de Monique Tello. Pour moi, cette œuvre est géniale, non seulement par l'habilité de manier la couleur, de choisir les formes, de savoir reconnaître les tailles nécessaires à dépeindre quelque chose. Non, je crois que d'une façon plus profonde, il y a justement cette notion d'arriver et de ne pas arriver en même temps. Et je vais finir avec ce qui me paraît la définition la plus exacte de ce qui est une œuvre d'art et qui me semble correspondre parfaitement à l'œuvre de Monique. Borges, je le cite toujours au moins 2 fois quand je parle, Borges, parlant de l'œuvre d'art, de ce qu'il appelle le fait esthétique, il dit l'imminence d'une révélation, qui ne se produit pas est peut-être le fait esthétique. Merci.